À la une de l'actualité, ceux qui entrent sans payer dans les bus. Pour lutter contre la fraude, le réseau Mosaïque a non seulement lancé sa campagne de publicité, mais il a également intensifié les contrôles des tickets dans les bus. Du matériel perdu, des poulets calcinés, un hangar parti en fumée, voilà une querelle de voisinage qui n'aura pas fait que des étincelles. La nuit dernière, un incendie volontaire a fait perdre plus de 100 000 € à Richard-Exurville. C'est une goélette qui navigue vers une vie nouvelle. À bord, 11 moussaillons venus de Toulon, des jeunes qui cherchent à se reconstruire et qui apprennent sur un bateau les valeurs d'une vie saine. Ils ont partagé leur expérience avec des jeunes martiniquais. Enfin, on recevra ce soir Lisa Simone. La chanteuse nous arrive tout droit des États-Unis pour un concert vendredi à l'Atrium. De quoi nous montrer qu'elle n'est pas seulement la fille de Nina Simone, mais qu'elle a conquis son propre public. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette question pour le moins perturbante. Qu'est-il arrivé au petit Kélian? L'enfant de 3 ans est décédé hier à l'hôpital. Il y était plongé dans le coma depuis 5 jours. Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer les causes exactes de sa mort. Sa mère a été entendue à la gendarmerie du Marin avant d'être renvoyée à son domicile. Essayons d'y voir plus clair avec ce reportage signé Kathleen Bilascopette et Elodie Touto. C'est ici, au bas de cette villa, que Kélian, 3 ans, vivait avec sa mère, âgée d'une trentaine d'années, et sa sœur aînée. Cet après-midi, pour les besoins de l'enquête, les gendarmes ont interrogé le voisinage. La petite famille était connue, certains affirment avoir plusieurs fois entendu des pleurs intenses et des bruits de coups. Pour autant, à ce stade de l'enquête, rien ne permet d'affirmer qu'il y a eu maltraitance. Scolarisé dans cette école de Ducos en classe de maternelle, Kélian aurait été admis jeudi dernier à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Il présentait, semble-t-il, un hématome à la tête. Le décès du petit garçon a été prononcé hier en début d'après-midi. La mère et le père de la victime, originaire du quartier Lourdes, étaient séparés depuis environ 6 mois. Selon le père, il avait des difficultés à pouvoir voir son enfant, 2 parents sous le choc, tout comme leur entourage. Coups, accidents, maladie infantile, aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant. Une autopsie sera pratiquée demain sur le corps de l'enfant. Les résultats devraient permettre de faire la lumière sur ce décès. 5 coups de couteau. Hier, 2 femmes ont agressé une travailleuse sociale du SIAO. Le couple de femmes a été arrêté hier. Elles sont actuellement en garde à vue. La plus jeune qui a porté les coups est âgée d'une vingtaine d'années. Depuis 4 mois, elles vivraient toutes deux dans une voiture et auraient été par la suite réorientées vers le SIAO par l'Union des femmes pour trouver un logement en urgence. Suivies depuis 1 mois maintenant par le service, elles auraient eu des malentendus avec leurs propriétaires et étaient reçues hier donc pour faire le point avec leur conseillère. La victime, qui est sortie aujourd'hui de l'hôpital, elle se serait tout de suite rendue au commissariat. Voilà en tout cas une agression qui choque l'Union régionale des associations du secteur social et médico-social de Martinique, l'URAS, qui dénonce au passage la récurrence de ce type de comportement face aux travailleurs sociaux et attire l'attention des autorités sur les besoins de ce secteur professionnel. Et puis toujours en bref, notez en Guadeloupe cette agression. 2 gendarmes ont été blessés par balle vers minuit 15 hier à Bemao. Alors qu'ils patrouillaient, ils ont remarqué un véhicule suspect dans une impasse. Le conducteur les a alors violemment percutés. Alors que les militaires l'interpellaient avec son passager, un 3e homme a surgi, arme à la main, et les a blessés avec donc un fusil de chasse. Les 2 agents âgés de 25 ans ont été rapidement pris en charge et leur pronostic vital n'est pas engagé, heureusement. L'auteur des coups de feu, quant à lui, a été interpellé vers 6 h du matin à son domicile. Bien sûr, une enquête a été ouverte. Retour en Martinique, pas de ticket, pas de voyage. C'est en théorie comme cela que fonctionne le réseau Mosaïque. Comme tous les réseaux de transport en commun, il faut valider son titre à l'entrée. Et comme sur bon nombre de réseaux, il y a ceux qui tentent de resquiller, des fraudeurs qui font perdre de l'argent à l'entreprise et contre lesquels la CFTU entend bien se battre à coups de contrôle et même à coups de campagne publicitaire. Elodie Touto. Comme tous les matins, Roger prend cette ligne de bus. Certaines personnes compostent leurs billets, d'autres non. Seulement, aujourd'hui, il y a des contrôleurs. Problème, le billet de Roger n'est pas en règle. Comme mon ticket n'était pas bon, elle a mis la date là-dessus, que je ne puisse pas le réutiliser. Voilà. Par contre, j'ai encore 1 heure de correspondance, mais que j'ai perdu. C'est le cas aussi de ce jeune homme. Après lui avoir collé une amende, les contrôleurs le font sortir du bus. Une situation fréquente dans ces transports publics. Cette année, jusqu'à 400 PV ont été dressés chaque mois. Un véritable manque à gagner pour la compagnie. La CACEM donne grosso modo 75% du coût total du réseau. Et la CFTU
doit avoir en recette 27% du coût qui lui permet de payer ses salariés, de payer les conducteurs, d'organiser le réseau. Si la CFTU n'a pas cette recette-là, la CACEM ne peut pas augmenter sa dotation, puisque c'est un contrat qui a été passé entre la CFTU et la CACEM. Résultat, selon la compagnie, près de 2 millions d'euros manqueraient dans les caisses. Pour sensibiliser les usagers, une campagne de communication ciblant les jeunes a été lancée. Et c'est pour ça que il faut nous acheter, valider, parce que là n'y a un sens qu'à aller. Un message préventif qui s'accompagne de mesures plus répressives. Il nous manque une assermentation qu'on aura et qu'on se bat pour l'avoir pour la prochaine rentrée scolaire, pour nous permettre d'avoir cette compétence pour faire vraiment le contrôle d'identité. Des contrôles plus poussés seraient donc une solution. Reste qu'aujourd'hui, face à un tel déficit financier, la CACEM pourrait envisager à terme de réduire son réseau. En bref, un point sur l'actualité sociale. La grève des agents municipaux se poursuit ce soir. Ce matin, les grévistes affiliés à la CGTM-SOEM avaient rendez-vous avec l'association des maires, mais la réunion a été annulée en cause le retard des syndicalistes. Pas de réunion, pas de négociation. Le mouvement est donc maintenu. De leur côté, les grèves du campus caribéen des arts, de la fourrière départementale et d'Anti-Protection se poursuivent. Anti-Protection dont les salariés ont rendez-vous demain avec la direction du groupe Pierre-Marie Joseph pour trouver une issue à leur conflit. C'est un peu le bateau de la seconde chance. Depuis plusieurs mois, 11 jeunes originaires de Toulon sont devenus les moussaillons d'une goélette de 23 mètres, un bateau impressionnant où ils apprennent un nouveau quotidien, loin des tentations délinquantes. Ce matin, ils ont embarqué avec eux 5 jeunes martiniquais de l'association Carisco. Une journée d'aventure et d'échange pour oublier un peu des parcours souvent chaotiques. L'occasion pour les adultes qui les accompagnent de partager leurs expériences en matière d'encadrement. Le reportage de Loïc Régis. Lever l'ancre, hisser la grand voile, c'est parti. Il faut prendre ses responsabilités aujourd'hui, et c'est à la barre du Patriarche que Lauriane décide d'exercer sa mission. Gouverner une goélette de 23 mètres, c'est une première pour la jeune fille. À peine quelques minutes de navigation, et l'appel du large se fait sentir. Lauriane souhaite vivre la même expérience que ses collègues toulonnais. Comme ils sont en ce moment une rupture de tout, donc sans portable, sans travail, sans appel, et sans souci, quitter tout et puis ne penser qu'au présent, voilà, exact. Et l'instant présent confirme certaines vocations. Harry est un passionné de l'univers marin. Après un parcours difficile, il semble enfin avoir trouvé sa voie. Par le biais de Carisco, justement, j'ai connu le milieu maritime et ce qui m'a donné goût, justement, tout en me disant que nous sommes sur une île, on est entouré d'eau et ce serait quand même pas mal de faire carrière dans le maritime. Toulonnais et martiniquais, éloignés par la distance mais proches dans le vécu, ces jeunes en insertion nourrissent les mêmes ambitions. Je suis venu dans cette association pour pouvoir changer, pouvoir rentrer chez moi et puis pouvoir avoir une nouvelle vie, sortir de la délinquance et tout ce qui va avec, quoi. Moralement, physiquement, mentalement, ça nous a beaucoup changé. L'apprentissage dépasse le simple cadre de la navigation. La discipline à bord est parfois la même que dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on est formaté par le bateau, il devient, je pense, quasi automatique d'utiliser cette rigueur qu'on a apprise, pour peu qu'elle ait été apprise profondément, sincèrement, eh bien on la met en application dans la vie, oui. Après une traversée de l'Atlantique, le voilier a mis le cap sur les Antilles, une initiative mise en place depuis plusieurs années. L'objectif est de dépayser les bénéficiaires du programme. On les accueille pour une phase de rupture, c'est-à-dire leur faire perdre complètement les repères qu'ils pouvaient avoir dans leur vie précédente, en termes de connaissance de la ville, de tous ses secrets, de tous les petits délits, de toutes les petites trouvailles qu'ils peuvent avoir, et donc leur faire découvrir autre chose complètement. Après la Martinique, le bateau mettra le cap sur la Guadeloupe. Là, les jeunes Toulonnais participeront à une mission d'entretien dans la réserve naturelle de Petite Terre.
Et la Guadeloupe, justement, on y va, on quitte la mer pour les airs. Ce matin, Air France et Air Antilles ont présenté à la presse leur nouvel accord. Déjà partenaires sur les axes Pointe-à-Pitre-Fort-de-France, Cayenne et Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue, elles vont également partager leur code à partir du 1er avril prochain sur 6 nouvelles destinations au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre, Sainte-Lucie, Sainte-Roine, Saint-Domingue, Saint-Martin-Grand-Case, Sinte-Martine-Juliana et la Dominique. Un accord commercial qui élargit l'offre d'Air France du coup et marque un nouveau pas dans l'amitié entre les deux compagnies. Écoutez à ce sujet le directeur général d'Air Antilles et le directeur régional d'Air France en Guadeloupe. Ils répondent à Linda Kayarsi. En ce qui concerne Air Antilles, on apporte un réseau, on apporte une volonté de proximité que Air France n'aura pas forcément. Et à l'inverse, Air France nous apporte une force qui est la force de son réseau mondial. Il faut savoir qu'en mettant le sigle Air France sur nos vols, d'un seul coup, nous allons être connus en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, alors que traditionnellement, nos vols n'étaient pas accessibles à ces clientèles. C'est effectivement ce que l'on a vérifié à travers les étapes précédentes, et notamment la précédente qui consistait à offrir plus de fréquences entre Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Et on a vu effectivement pour Air Antilles des résultats extrêmement intéressants, mais également sur les vols Operating Air France, permettant de dire que cette opération n'a pas cannibalisé l'un au profit de l'autre. Vous voyez, donc pour nous, c'est le fruit de l'expérience qui fait qu'on s'engage évidemment plus en avant dans une étape comme celle-ci. On reste en Guadeloupe où se déroule la semaine de la santé mentale, un sujet qui regroupe une infinité de thématiques. Et pour cette année, c'est celle de l'adolescence qui a été mise en avant. À Basse-Terre, le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie généraliste s'est intéressé aux conduites addictives chez les jeunes. L'occasion de recevoir de nombreux collégiens et lycéens et de les sensibiliser aux risques de ces fameux comportements. Le reportage de Linda Kayarsi. Alcool, tabac, cannabis restent en tête de liste des substances addictives chez les jeunes. Et ils en ont bien conscience. La drogue, ce n'est pas vraiment la solution à leurs problèmes, et ni le deal. Des comportements à risque qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale. Une addiction peut masquer un mal-être, ça peut masquer aussi une tristesse, et peut-être aussi que c'est parce que le jeune consomme qu'il va être mal. 35% des adolescents de moins de 17 ans consomment déjà de l'alcool ou du cannabis, d'où l'intérêt de faire de la prévention chez les jeunes, par les jeunes. Mais en tant que jeune, sachant que maintenant tous les jeunes veulent essayer tout ce qui est substances licites et illicites, donc on les donne comme conseil de ne pas se laisser tenter par la chose, parce que une fois vouloir essayer, ok, mais 2 fois, 3 fois, ça reste une habitude et on devient addict. Bien sûr, le sport, Internet ou encore les jeux vidéo ne sont pas en reste. L'addiction représentée ici, c'est la cyberaddiction, c'est-à-dire tout ce qui est jeux vidéo, jeux en ligne, même réseaux sociaux. D'après plusieurs associations et centres de prise en charge des addictions, avant tout traitement, il faut être capable de reconnaître son problème de dépendance et en parler ouvertement à son médecin, à une personne de confiance, capable de fournir une aide. Retour en Martinique, restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au Gros Morne où un hangar est parti en fumée près du moulin hydroélectrique du Gros Morne. Donc un incendie qui serait d'origine criminelle selon la victime. Et puis Hubert Bornil enfilera ensuite son kimono pour nous emmener prendre un cours de judo au Lamentin avec des tout petits judokas, c'est adorable. Mais avant, parlons de sa voix, son charme fou, son énergie positive et sa grande tendresse pour son public. Lisa Simone ne laissera personne indifférent vendredi sur la scène de l'Atrium. Dès 20h, elle illuminera la salle Aimé Césaire. Mais avant, petit détour sur notre plateau, évidemment. Bonsoir Lisa Simone. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Avec un français extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, ça n'a pas échappé aux férus de jazz. Simone, c'est également le nom de votre mère, Nina Simone, une grande dame que vous aviez d'ailleurs accompagnée en Martinique quand vous étiez enfant. La question qu'on se pose toujours, que tout le monde doit vous poser forcément, qu'est-ce que ça fait d'être la fille de? Très intéressant. Il y a plein avec les moments de brillants, très brillants. Être la fille de Nina Simone. Et je suis très heureuse de retourner. Je reviens ici à Martinique à 7 ans dans ma vie et je peux continuer l'amitié avec Martinique à 7 moments dans ma vie. C'est important.
c'est sûr. Oh oui. Ça doit être une fierté quand même d'être la fille de Nina Simone. Alors vous avez eu une vie bien remplie, vous avez été membre de l'armée américaine, puis vous avez pris part à des comédies musicales, notamment Aïda de Disney, qui vous a valu d'ailleurs l'award de la meilleure actrice de comédie musicale en 2002, chapeau. Et ensuite s'est enchaînée votre carrière musicale. Alors comment s'est opérée la transition entre une femme militaire et une femme chanteuse? Un vin rouge, un verre de vin rouge. Oh. Ça, c'est le commencement de le nouveau parti dans ma vie. Et après un verre de vin rouge en Allemagne avec une amie, j'ai décidé de chanter avec un homme. Il jouait sur le piano. Et après ça, les étapes continuaient parce que les gens parlaient beaucoup à peu près ma voix. Et une journée, j'ai reçu un appel d'une femme et elle me demandait est-ce que vous voulez chanter avec moi dans ma chorus et je lui dis pourquoi pas et les autres l'histoire continuait et je suis ici avec vous maintenant. Oui, ma chœur c'était une fierté dans ma chœur. Et je décidais, je veux essayer cet métier pour quelque temps et peut-être je peux faire quelque chose de très bon. Et ça a marché finalement. Oui. Aujourd'hui, vous êtes seule, hein, comme vous êtes une artiste seule en scène, reconnue et assumée. Votre premier album est sorti il y a quelques mois à peine, octobre 2014. Il s'appelle All Is Well. On va en écouter un extrait et on en discute juste après. All is well. Telling myself when the tears won't stop and I keep rocking back and forth all is well with my soul. Vous chantez en français, vous chantez en anglais. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour sortir ce premier album? Maintenant, c'est le temps dans ma vie. Maintenant, c'est le moment. Après mes enfants, après les autres métiers, après ma chœur. C'était nécessaire pour ma chœur, comment ça veut dire, à régler ma chœur. Et maintenant, dans ma vie, ça c'est le propre moment. Partager ma musique et les messages de ma musique et continuer l'hommage de ma mère et le lignage de ma famille. C'est important. À vos côtés, il y a le batteur guadeloupéen Sonny Troupé. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ce guadeloupéen a atterri à vos côtés? Il est très fameux en France. C'est vrai. Oui. Et après, je parlais avec mon agente. Il me dit c'est nécessaire pour vous rencontrer Sonny Troupé. Et depuis le premier moment, Sonny et moi et Hervé et Régie, nous sommes un groupe très serré. Soudé. et surtout en direct sur scène. Et je suis très heureuse, je suis très heureuse avec tous les deux. Que promettez-vous au public martiniquais vendredi soir? Qu'est-ce qui va se passer vendredi? Sera une fête très grande, une célébration de la vie, de joie,
Et c'est une opportunité à présenter ma cœur et moi-même. Oui. Vous et votre album. Oui. Pas de reprise de Nina Simone au programme. Ah, mais bien sûr, tout le Si. temps, je suis la fille. Toujours. Oui, oui, toujours. C'est bien qu'il n'y ait pas de rivalité ou d'ombre, ou c'est ce qui arrive parfois dans ce genre de cas. Ça, c'est ma vie. Et c'est normal pour moi partager les chansons de ma mère et cette partie de notre vie, les musiques, les mots, les messages. Il y a toujours les moments dédicaces de ma mère. Merci beaucoup, Lisa Simone, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous serez sur la scène de la salle Aimé Césaire vendredi à 20h à l'Atrium. Merci encore. J-4 avant le retour aux urnes à Saint-Pierre. Dimanche, ATV suivra de près le premier tour. Dès 18h45, nous serons en direct dans les différents bureaux de la ville pour une soirée électorale animée par Kathleen Villas-Copette et Eddy Marajo. En attendant, les 3 candidats sont en campagne et chaque soir, nous leur accordons 5 minutes pour convaincre. Ce soir, la parole est à Christian Raffa face à Kathleen Villas-Copette. Bonsoir, merci d'être avec nous. Retour aux urnes pour les quelques 4000 électeurs de Saint-Pierre. Premier tour des municipales partielles ce dimanche avec 3 candidats en lice que nous recevons toute cette semaine dans le cadre d'entretiens individuels. L'ordre de diffusion a été déterminé par tirage au sort. Christian Raffa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs à l'écoute. Secrétaire général du parti régionaliste martiniquais et tête de la liste Ensemble pour faire gagner Saint-Pierre. En obtenant l'annulation des élections de mars 2014 à Saint-Pierre, vous avez certes gagné une bataille, mais pas la guerre. Quelles sont vos armes pour ce nouveau combat décisif ? Nos armes sont fondées sur le fait que nous ne sommes jamais éloignés du terrain. Nous sommes restés à l'écoute des citoyens de Saint-Pierre, sachant que de toute façon il y avait eu injustice et que la justice nous rendrait la confiance en elle-même. Donc là, nous sommes sur la base d'un programme qui se préoccupe qui a pour cible les préoccupations de terrain des Pierrotains. À savoir que cette politique qui a été pratiquée pendant 14 ans, de réalisations diverses et variées, c'est du béton, c'est des réalisations visibles que l'on inaugure, mais le Pierrotin, dans son cœur de vie, dans sa douleur, dans sa souffrance, n'a pas été pris en compte. Je pense au transport intra-urbain qui est réclamé par des Pierrotins, aux nuisances des embouteillages qui provoquent des problèmes de santé, de pollution dans Saint-Pierre. Voilà, donc ce sont je pense au CCAS, le Caisse communale d'action sociale, utile pour des gens qui en ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux à Saint-Pierre et qui a été utilisé comme instrument de promotion politique avant de répondre aux besoins des citoyens. Est-ce que, selon vous, cette fois, les conditions sont réunies pour un scrutin en toute transparence ? Les conditions sont réunies parce qu'il s'agit d'une commission préfectorale qui va organiser ces élections. Les Pierrotins sont avertis. Nous sommes plus vigilants puisqu'on nous avait demandé de l'être. Normalement, c'est celui qui organisait des élections qui devait garantir la sincérité de cette élection. Donc à partir de là, les conditions sont réunies. Le dialogue avec la population, je vous l'ai dit, est instauré depuis longtemps. Maintenant, nos adversaires passent leur temps à nous injurier sur les tréteaux, c'est leur problème. Nous, nous délivrons notre vision, nos projets, calculés en fonction des besoins, tout du moins des capacités financières de cette mairie, qui est dans un état catastrophique sur le plan financier. Nous avons donc dimensionné notre programme en fonction des capacités de cette mairie. Raphaël Martine, vous avez à l'époque devancé d'un peu moins de 200 voix, un écart pas très élevé. Est-ce que c'est ce qui vous donne aussi des raisons d'espérer, et d'espérer quoi d'ailleurs? Une victoire dès le premier tour? Notre espoir est fondé sur le fait que ça n'est pas 200 voix. D'abord, c'est moins si on enlève les voix qui ont été détournées à son profit, mais c'est aussi une réduction de notre écart entre 2008 et 2014 de 600 voix. Ça veut dire que quelque part, la population avait déjà manifesté son insatisfaction et un espoir pour un changement à Saint-Pierre, espoir qui lui a été subtilisé, parce qu'il y avait normalement un deuxième tour. Ce deuxième tour, maintenant les Pierrotins ont la chance de pouvoir le concrétiser. C'est ce qu'ils semblent comprendre, parce que nous avons autour de nous une ferveur, un enthousiasme. Des gens sont en espoir, parce que 14 ans, ça a suffi. L'équipe précédente a eu tout le temps de faire le nécessaire et on se demande pourquoi ils demandent 5 ans de plus pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 14 ans, parce que tout simplement, ils en étaient soit incapables, soit en déconnexion par rapport aux besoins des Pierrotins. L'alliance avec Eliane Sesto-Gustave n'a pas été possible au premier tour. Dès le premier tour, vous le regrettez ?
C'est un choix de Mme Sesto. Hein. Nous avons d'ailleurs accueilli des membres de son équipe précédente qui ont pensé qu'il était plus efficace de venir directement avec nous, de jouer le vote comment dirais-je, efficace, le premier, de jouer les choses au premier tour, quoi. Et donc, à partir de là, elle a fait le choix de faire une liste. Bon, nous ne sommes pas en désaccord. En cas de second nous avons tour, un objectif. l'union pourrait être possible. Oui, bien sûr. Nous avons un objectif commun, c'est de changer la vie des Pierrotins. Et nous pensons que c'est parti pour cela. Les projecteurs sont aussi en partie braqués sur cette élection, car pour certains observateurs, elle en préfigure une autre, celle de la collectivité territoriale de Martinique. Est-ce une analyse juste, selon vous ? Moi, à mon avis, c'est un peu mépriser l'intérêt du Pierrotin dans cette affaire-là. Effectivement, le candidat du RDM a eu des soutiens qui sont venus à Saint-Pierre, mais en nombre, face à un candidat qu'ils estiment petit candidat insignifiant. Pourtant, ils étaient là, anciens présidents de région, de département, sénateurs, députés, mais tout ça pour parler d'eux-mêmes. Ne pas parler des Pierrotins parce qu'ils ignorent tout de la souffrance des Pierrotins. Ils étaient à côté d'un quartier qui s'appelle le Vassor, où il y a des problèmes d'insalubrité, des gens qui nettoient eux-mêmes parce qu'en pleine épidémie de dengue, il y avait des gîtes à moustiques qui n'étaient pas nettoyés par la mairie, les services municipaux sont en désordre, et tout ça, ça ne les intéressait pas. Ils étaient dans une projection de leur place future dans la collectivité unique, et nous avons le sentiment que vraiment, la préoccupation humaine dans tout ça, ce n'est pas leur problème. Christian Raffa, il vous reste maintenant 1 minute pour conclure cet entretien. Vous adressez directement aux électeurs de Saint-Pierre ce soir en regardant la caméra. Donc je demande aux électeurs de saisir la chance que le Conseil d'État leur a donnée, de pouvoir maintenant mettre au service de cette ville une équipe qui m'accompagne et qui est motivée comme jamais pour servir cette ville. On ne choisit pas un candidat et une équipe parce qu'elle vous tape dans le dos, parce qu'elle vous promet à titre personnel des réalisations. Parce que c'est un copain de classe, il faut choisir des hommes et des femmes qui portent en eux leurs compétences, mais qui peuvent aussi aller chercher les moyens, les leviers pour développer la ville, pour le présent, mais aussi pour le futur, pour toutes les générations qui suivent. Ce sont des personnes âgées, le 3e âge qui nous préoccupe, ce sont les enfants qui vont à l'école à pied, en plein soleil, c'est votre vie quotidienne dont il est question, et nous sommes prêts, même si la situation est difficile, à aller chercher partout les leviers pour améliorer la vie de tous les citoyens de Saint-Pierre. Je vous remercie. Merci à Christian Raffa et merci de votre attention. Et on retrouve donc demain Kathleen Villas-Copette face cette fois à Raphaël Martin, le maire sortant, qui sera donc le dernier candidat à passer ces entretiens. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Gros Morne où une querelle de voisinage fait bien plus que des étincelles. La nuit dernière, vers 2 h du matin, le hangar de Richard Exurville est parti en fumée. Bilan, quelques dizaines de volailles calcinées, du matériel perdu et le site du moulin hydroélectrique fortement dégradé. Les pompiers de Trinité et du Gros Morne ont lutté pendant 6 heures pour éteindre les flammes. Guillaume Bacoul est retourné sur les lieux ce matin pour comprendre la genèse de cet incendie. Regardez. Ça va toi? Ah ben elle va belle. La nouvelle a vite fait le tour du quartier. Cette nuit, Richard Exurville a bien failli tout perdre. Déclaré vers 2 h du matin, l'incendie a duré près de 6 heures et a emporté le hangar qui abritait près de 300 volailles. Mais pas seulement. Les pertes sont considérables. Richard les a estimées à près de 100 000 €. Que ce soit mon matériel pour monter des pneus, a été brûlé, mes compresseurs sont brûlés, mon Karcher brûlé, mes moteurs pareil brûlés, j'ai ma voiture de course, une BMW pareil, qui a été brûlée. Sur l'origine du sinistre, le propriétaire des lieux n'a pas de doute. Tout ceci ne serait que le triste épilogue d'une querelle de propriété, actuellement entre les mains de la justice. Le site, ouvert au public et notamment aux scolaires, avait déjà été vandalisé à hauteur de 60 000 € samedi dernier. Des menaces avaient encore été proférées hier soir. La gendarmerie en était avisée. C'est d'origine criminelle. Hier soir, j'ai reçu des menaces de cet individu, des menaces de mort, des menaces de brûler mon site. Donc j'ai fait venir les gendarmes hier soir, ils sont venus et je leur ai dit ma crainte. Dans la nuit, il a mis le feu à mon outil de travail.
Maintenant, on attend que la loi fasse son travail. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le terrain pour pouvoir travailler, on l'utilise encore et il est hors de question qu'on sorte sur le terrain parce que nous avons déjà acté ce terrain. Les huissiers sont venus constater samedi et là, il va falloir faire revenir les huissiers pour pouvoir reconstater d'autres dégâts au bout d'une semaine. Dans l'attente des résultats de l'enquête, Richard Exurville a tenu à garder le moulin ouvert. Une centaine d'enfants ont pu découvrir le secret de la fabrication du manioc et du toloman. Malgré la catastrophe sur la parcelle, la vie tente de reprendre son cours. Les bénévoles du moulin veulent y voir un signe d'espoir. Attention, travaux dès aujourd'hui et pendant 1 mois et demi, la circulation sera ponctuellement alternée sur la RD 10 au lieu dit Grande Porte ou Porte d'Enfer, c'est au choix, à Grand-Rivière. Les voies seront réduites et il y aura des coupures de circulation de 30 minutes maximum. En cause, un chantier de protection contre les chutes de blocs. Surtout, restez prudents et respectez bien la signalisation. Attention également aux coupures d'électricité à Sainte-Marie, demain de 8h30 à midi et demi, au quartier Eudorcet, Malvin Union, Besaudin, Fourniol, Pérou, Bassin-Noir, Caféière, Claudine, Cité-la-Salle, Habitation-la-Salle, Fontverdeville et Limbes. Pas de courant non plus au Lamentin, quartier Bellevue et Morne-Pitot de 8h30 à 11h. Et puis comme chaque jour, un œil sur la carte du don du sang. Demain, le camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial Océanis, au Robert, de 9h à 14h. Et vous pouvez également vous rendre de 9h à 16h à la maison du don à la Ménard à Fort-de-France. Puisqu'on est à Fort-de-France, petit détour par le quartier Haut-du-Port. C'est là qu'a été installé ce matin un ring de boxe gonflable, de quoi permettre aux jeunes du quartier de découvrir ce sport et d'en apprendre les valeurs. Depuis près d'1 an, ce projet était en cours d'élaboration. Le comité régional de boxe a profité de la visite du directeur technique national adjoint pour le concrétiser, de quoi ravir les jeunes du quartier, et pas seulement eux, puisque le ring gonflable sillonnera les communes. Écoutez, le président du comité régional de boxe de Martinique, il répond à Michelet François. Les gens qui sont violents, généralement, c'est les gens qui ne savent pas que les coups font mal. Mais une fois qu'on a reçu 2-3 coups contre le visage, qu'on n'a pas pu les éviter, etc., quand on a compris que ça fait mal, on évite d'en donner et surtout d'en recevoir. Donc au contraire, c'est un moyen de faire comprendre à ceux qui sont un peu bagarreurs que ce n'est pas... On peut être bagarreur, mais sur un ring avec des gants en respectant les règles. Nous sommes partis d'ici parce que nous sommes un quartier qui a un potentiel intéressant, le nombre de jeunes y est très important. Mais nous n'allons pas nous concentrer uniquement sur Fort-de-France. Nous allons développer la boxe de la Nord-Caraïbe, de la Nord-Atlantique. Partout où il y a un besoin, nous allons proposer nos services. Alors le sport, c'est bien connu, apprend la rigueur et la discipline aux jeunes ainsi que les valeurs de respect. C'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants y sont inscrits très tôt. Au Lamentin, 2 fois par semaine, le hall des sports accueille donc des jeunes judokas, des enfants qui dès 5 ans marchent dans les pas de Teddy Riner pour le plus grand bonheur de leurs parents. Hubert Bornil, Michelet François. Je suis dans la salle de judo, je n'ai pas mis le kimono parce que je ne suis pas encore tout à fait doué et justement pour cela j'ai choisi les tout petits pour débuter et c'est ma toute première séance de judo, regardez. Quelle effervescence et que d'énergie sur le tatami. Rien d'exceptionnel, me direz-vous, c'est le cadre habituel du cours de judo. Il tourne, il tourne, il tourne. Et moi, je vais mettre mon pied en barrage. Je continue. Hop. Ces tout petits découvrent pour la plupart l'art martial et on peut le voir, les automatismes sont vite assimilés. Chacun son tour, on y va. Il y en a un qui tourne autour du partenaire et l'autre barre la jambe. Barrer la jambe. Respect de l'autre, sociabilité, très tôt ces valeurs sont acquises. C'est pour cela qu'il est bon pour ces enfants de commencer assez jeunes. Allez, vas-y, à toi. Barre la bonne jambe. Faut barrer ce pied-là. Le but du judo, c'est de faire tomber sur le dos, pour gagner. Tomber et immobiliser, en se laissant sur le dos. C'est ça le but du judo. Il y a l'entraide mutuelle, il y a aussi le respect de soi, le respect de l'adversaire. Il y a aussi, le judo amène aussi l'amitié, l'acceptation du camarade. Ça amène aussi à être plus sûr de soi. Jean-Sébastien a tout juste 8 ans, il pratique le judo depuis bientôt 2 années. J'aime le judo parce que c'est bien, j'aime bien faire tomber et puis ça me permet de me défendre si on m'attaque. Sa mère ne le quitte jamais des yeux durant le cours. D'ailleurs, elle y a même découvert quelques attraits. Il a maigri, il est plus fort, il est plus sûr de lui. Pour l'école aussi, parce que les camarades l'embêtent beaucoup, alors il est plus sûr de lui.
J'aime m'y mettre aussi. Ah bon? Oui, oui. Sérieusement, pourquoi? Comme ça fait du ballet, mais mon fils aime le judo, il n'aime pas le ballet. Là, et hop. D'accord? Voilà, on se dirige vers la fin de la séance, la fin du cours tout simplement. Et tous ces enfants vont se retrouver ici samedi puisque ils ont cours le mercredi après-midi ainsi que le samedi. Adjimé Hubert Borny, l'Adjimé, c'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un court instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.